Bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa, votre hôte, et ici je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent votre productivité d'adulte ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet vous intéresse. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Kofi, une TikTokeuse, qui nous entretient sur l'éducation à l'africaine et comment ce type d'éducation, n'est-ce pas, influence notre évolution et notre épanouissement en tant qu'adulte et surtout en tant qu'adulte africain dans la diaspora. Parce que vous savez, on est élevé, on grandit en Afrique et après pour les études ou pour quelconque autre raison, on migre soit vers l'Occident, soit vers les Amériques ou l'Asie, etc. Et on est souvent comme ça en tant qu'adulte africain de la diaspora confronté à des réalités que d'autres n'arrivent pas à se visualiser. Et donc, avec vous, je vais réagir à son message, à son partage. Je suis plus ou moins alignée avec ce qu'elle dit. Je suis bien plus alignée avec ce qu'elle dit, mais j'aimerais renchérir et un peu nuancer sur certains propos. Du coup, on y va. Je remets juste au début et on y va. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur commentaire sous cette vidéo. En fait, on a grandi chez nous avec ce truc de faut pas répondre quand les grandes personnes parlent. Et ça, dans les situations où c'est pas que tu es en train de défier en tant que telle les grandes personnes, tu veux juste comprendre certaines choses que ces grandes personnes-là t'ont dit. On est Effectivement. Après, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, qu'on retrouve pas, c'est pas uniquement en Afrique, hein. J'ai eu à discuter avec des personnes caucasiennes et qui m'ont dit qu'à une certaine époque, effectivement, l'enfant n'avait pas droit à la parole. Vous savez, c'est une question quelque part de d'éducation nationale et de conscientisation et de progression de la société, de la civilisation. En fait, c'est pas propre en fait aux parents africains, mais effectivement. Très souvent, dans certaines familles africaines, c'est pas le propre de toutes les familles africaines parce qu'il y a des familles qui laissent le droit à la parole aux enfants, mais on peut souvent effectivement remarquer que l'enfant n'a pas droit à la parole. En fait, l'enfant doit se taire, l'enfant doit taire ses émotions, doit taire ses ressentis, doit taire ses réflexions. Vous savez, en soi, je vais peut-être paraître contradictoire, mais je suis d'accord que l'enfant doit se taire. En fait, c'est le parent qui détient la sagesse, c'est le parent qui détient l'information. Donc, quelque part, l'enfant doit se taire et écouter le parent qui normalement devrait être bienveillant. Cependant, le parent a la responsabilité également de son côté, vous voyez, de créer un espace afin que l'enfant puisse exprimer ce qu'il a dans le cœur, pour que l'enfant puisse exprimer ses émotions, exprimer ses craintes, exprimer ses peurs, exprimer ses envies, exprimer ses besoins, en fait. Il faut que le parent, en tant que parent, dans sa maturité de parent, puisse à la fois faire savoir à l'enfant que c'est lui le parent qui a l'autorité sur lui, mais également qu'il sache en fait faire comprendre à l'enfant que en tant qu'enfant, il est sous la responsabilité du parent, mais il a le droit de parler. Parce que des enfants à qui on dit ferme là, tais-toi, tu ne sais rien, écoute-moi. Vous voyez ce genre d'injonction brutale comme ça. Eh bien, en fait, ça s'engramme dans l'enfant et en grandissant, l'enfant va prendre l'habitude de se taire, de s'effacer, de ne pas en faire trop, de ne pas oser parler. Parce qu'en fait, malheureusement, voilà, au détriment aussi même du parent, souvent le parent n'a pas conscience de ce qu'il fait, hein, au détriment du parent, l'enfant a engrammé qu'il ne faut pas que je parle trop, il ne faut pas que je riposte, il ne faut pas que je ci, il ne faut pas que je là. Il y a des enfants qui grandissent comme ça, mais il y a des enfants aussi qui, voilà, se rebellent, voilà, ils savent que le parent est un peu dysfonctionnel dans tous les sens, à la fois l'enfant qui se tait et se réprime ou l'enfant qui devient vraiment rebelle. Il faut juste savoir que c'est bon que le parent exerce son autorité, mais il ne faut pas que le parent exerce son autorité en état d'insécurité. Genre, l'enfant parle et on est un peu braqué comme ça, mais de quel droit tu donnes ton avis, quoi. Non, il faut vraiment que le parent donne un espace d'échange à l'enfant, que le parent sache remettre son autorité de parent, mais qu'il laisse un espace à l'enfant pour que l'enfant puisse s'exprimer. Et vous savez, souvent, les parents africains, ils ne font que répéter ce qu'ils ont reçu eux-mêmes, en fait. est habitué à dire merci et ou être reconnaissant pour les choses auxquelles on avait droit. Donc, quand les gens font leur taf, quand les gens nous donnent ce à quoi on a droit, à l'école, dans l'administration, etc., on a ce truc d'être reconnaissant. Pourtant, c'est la base et c'est littéralement pour ça qu'ils sont payés. Ce qui fait que quand on arrive ici, on a du mal à jauger l'injustice et la justice. Et donc, on a du mal à se plaindre, on a du mal à ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Et Là, elle parle de la reconnaissance pour le service rendu.
Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Cependant, je vais encore nuancer en disant que c'est normal de dire merci, en fait, à une personne qui nous rend service, même si c'est son métier. Je sais qu'elle est alignée avec ça, je sais que elle le sait, mais c'est juste important de le nuancer. Ne soyons pas aussi désinvoltes, imbus de nous-mêmes, parce que c'est à la boulangère de nous donner du pain lorsqu'on lui donne de l'argent, qu'on n'a pas besoin de lui dire merci lorsque le service est rendu. Non, il faut effectivement, évidemment, dire merci, être reconnaissant pour le service bien fait. Dire merci, c'est une question de politesse. Mais là, effectivement, elle parle de la dimension plutôt de courber les chines lorsque une personne, par exemple, d'administration, fait son job, en fait. Et ce pourquoi elle est payée, comme elle le dit si bien dans son TikTok. Eh ben, c'est dû en fait à quoi? C'est dû simplement à la corruption, parce qu'il y a beaucoup de corruption dans certains domaines en Afrique, pas dans tous les domaines, et puis ça change de plus en plus. Hein. Il y a des contrôles par rapport à ça, mais effectivement, ce côté-là d'être reconnaissant, d'être un peu trop reconnaissant, de courber les chines, et voilà, par rapport à des services qui normalement devraient être faits en fait, sans souci, c'est lié à la corruption parce que effectivement, il y a des gens qui pour accélérer un peu leur procédure, parce qu'ils ont de l'argent, soudoient certains officiers, etc. Et ceux qui n'ont pas l'argent, en fait, sont laissés au dépourvu. Et donc, lorsque, comme par hasard, hein, n'est-ce pas, une personne dont c'est le boulot, effectivement, fait son boulot sans rien nous demander et il fait son boulot avec, de façon consciencieuse, etc. Eh ben, en fait, c'est la surprise de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas eu besoin de graisser la patte qui nous pousse à être reconnaissant. C'est vraiment ça, en fait. C'est une question en fait, de corruption. C'est la corruption et aussi ce côté favoritisme. Moi, je suis au comptoir, je vais d'abord faire passer ma nièce qui vient d'arriver au lieu de faire passer la maman qui est avec son enfant au dos qui attend depuis longtemps. Je donne une image un peu trop, voilà, mais c'est vraiment pour faire passer le message que c'est vraiment une question de corruption et de favoritisme et souvent même de la méchanceté notoire des gens qui sont dans des postes stratégiques, un peu comme, par exemple, l'établissement de passeports, l'établissement de cartes d'identité, l'établissement de... Vous voyez vraiment les documents qui ouvrent, en fait, un aspect international à la vie d'une personne vivant en Afrique, à ces postes vraiment stratégiques, là, des gros pivots de vie. Voilà. On sait que lorsqu'on fait ce genre de papier, c'est que quelque part, ta vie va bientôt changer, soit parce que c'est pas moi, tu as un nouveau boulot, ou bien parce que tu pars à l'international, ou non, 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 non. Voilà. Ce genre de boulot-là, vraiment, eh bien, c'est balisé par des personnes qui souvent font beaucoup de favoritisme, qui souvent sont imbus de grosses méchancetés. Et donc, voilà, on fait traîner les papiers, ça prend du temps, etc. Alors qu'il devrait avoir un gros contrôle pour qu'il n'y ait pas justement de ralentissement, en fait. C'est vraiment, vraiment toute cette éducation-là qu'il faut inculquer aux agents. Et cela passe par de la rigueur, d'une grosse rigueur et des gros contrôles. C'est simplement ça. Il y a le côté d'abord corruption, favoritisme, mais aussi le côté manque de rigueur, manque de contrôle, manque de procédure bien carrée qui pousse les gens à respecter leur travail, à respecter les documents des gens et que les choses soient correctement faites, quoi. Simplement. Ils sentent en nous ces personnes traumatisées, ces personnes habituées à peu. Ils le ressentent et donc, pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder à lui dire qu'il a droit à telle chose? Pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder à lui donner accès à ce droit-là? Pourquoi on va s'emmerder à lui donner ce respect-là? Il est habitué à peu ou à très peu. Ils le savent. Même pour répondre à certains profs qui nous font des choses qu'ils ne peuvent pas faire à ceux qui sont habitués à être ici, ils se permettent de faire ça avec nous parce qu'ils savent que chez nous, au pays, là, il y a des trucs encore plus basiques auxquels on n'a pas droit, en fait. Ce qu'elle écrit ici est vrai, mais c'est pas un phénomène qui est propre en fait à l'Africain. C'est un phénomène qui est propre à tout humain et dans un cas d'application, un cas d'usage, c'est justement la réalité des personnes africaines de la diaspora, n'est-ce pas, qui ont en fait eu un type d'éducation, qui ont façonné une manière de réfléchir, une manière d'agir et une manière de se mouvoir en société. Et vous savez, notre manière de réfléchir, en fait, influence notre manière d'agir et ça attire certains types de personnes dans notre vie et ça, en fait, engendre certains types d'événements. Vous voyez. Et, et le fait que, par exemple, on ait un comportement assez timide, assez réservé, qu'on se laisse facilement abuser, qu'on ne sache pas mettre des limites,
C'est pas le propre des Africains, c'est le propre de toute personne ayant eu une éducation défectueuse, ayant eu une éducation non sécurisante ou ayant eu un traumatisme de vie. Parce que souvent, les traumatismes que nous avons en tant qu'adultes, c'est pas dû aux parents. Je ne dis pas que tous les malheurs des gens, c'est à cause de leurs parents. C'est à cause des événements de la vie. Et comme, en fait, le cerveau est plus malléable et influençable des 0 à 7 ans, c'est pourquoi on impute souvent un certain type de comportement à l'enfance, donc aux parents. C'est pas seulement dû aux parents, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut juste savoir que l'éducation que nous avons eue, l'épanouissement que nous avons eu, l'amour que nous avons reçu influence notre manière d'agir en fait. Et c'est notre manière d'agir qui en fait crée des portes ouvertes à des personnes bien intentionnées ou mal intentionnées. Et vous voyez par exemple pour le cas des personnes abusives et perverses narcissiques, croyez-moi que ces personnes perverses narcissiques n'iront pas comme ça vers des personnes qui savent dire non, vers des personnes qui savent mettre des limites, des personnes assertives, les personnes qui savent écouter leurs émotions, les personnes qui savent repérer le danger. Vous voyez ce que je vais dire. Les personnes perverses narcissiques iront toujours vers la personne hypersensible qui est un peu là comme ça, ballottée par tous vents et marées, qui se laisse influencer, qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas prioriser ce qu'elle veut elle-même, etc. C'est vraiment finalement une histoire de comportement. Effectivement, le cas africain est un cas d'application de ce genre de phénomène. On peut davantage illustrer ce genre de mécanismes comportementaux dans le cas des Africains vivant dans la diaspora et ayant eu un certain type d'éducation, mais c'est pas le propre de l'Africain, c'est le propre de l'humain qui a été brisé et blessé depuis son enfance, des humains ayant des failles, simplement. Et un truc que j'aimerais rajouter, l'étudiant, en moyenne, l'étudiant étranger qui a grandi de cette manière, justement, il ne prend pas de risques. Il prend très peu de risques, surtout les jeunes filles africaines étudiantes. Elles auront du mal à prendre des risques. On n'est pas éveillé en mode truc. En termes d'ambition, je ne parle pas de la façon dont on va se comporter, comment on va parler, comment on va... Non, non, non. Il n'y a pas ce truc de découverte, tu vois. Ce truc d'aller découvrir, ce truc d'aller tâter les choses et tout. Pas assez. Parce qu'on nous a mis dans les trucs où on est timoré. Vous voyez, non? La curiosité, voilà. Notre éducation n'est pas favorable à l'éveil et à la curiosité. Ici, là, il faut faire des activités, il faut parler. Tu parles avec les enfants parlent avec les grandes personnes, on parle avec... voilà, on te pousse et tout. Mais nous, c'est à qui tu parles, quoi? Donc, je ne parle pas de... Alors, ici, elle parle de beaucoup de choses, notamment la non-prise de risque. L'éducation africaine est belle, hein. L'éducation africaine est faite de plein de valeurs et l'éducation africaine, vu que c'est l'éducation d'un peuple primitif, par primitif j'entends premier, primitif c'est pas uniquement sauvage, les peuples sauvages, non, primitif c'est premier, l'éducation africaine est très belle. Malheureusement, les parents africains ont été dépouillés, dépossédés de certains, n'est-ce pas, styles d'éducation. Croyez-moi, une personne qui a été bien élevée, bien éduquée aux valeurs traditionnelles ancestrales, elles sont très épanouies, elles sont très libres, elles sont, voilà quoi. Je comprends ce qu'elle dit, effectivement. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, 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 beaucoup. C'est dû à quoi? Il faudrait qu'on se pose la question, comment expliquer en fait cette dégradation de l'émancipation des enfants et cette dégradation de la qualité de l'éducation qui pousse l'enfant non pas à explorer, à s'épanouir, à trouver, à construire, n'est-ce pas, mais qui pousse l'enfant à se recroqueviller, à être apuré, à avoir des comportements mal adaptatifs. Faudra vraiment qu'on se pose la question. On peut avoir des réponses toutes faites, ouais, c'est dû à ceci, c'est dû à cela, mais il faut vraiment qu'on se pose la question en profondeur parce que c'est une réelle question. Parce que la dame, je pense qu'elle est de l'Afrique de l'Ouest, moi je suis de l'Afrique centrale, et ce qu'elle dit, je m'y retrouve, quoi. Pourquoi je m'y retrouve, voilà. C'est quelque chose qu'il faut vraiment approfondir. Mais ce dont elle parle ici, c'est pas le propre de toutes les personnes africaines. Il y a des personnes vraiment qui ont eu une très belle éducation sur le continent, et lorsqu'elles viennent en Europe, elles sont épanouies en fait. Elles savent comment prendre la parole, elles savent prendre leur place, elles savent exister, elles n'ont pas peur de faire des erreurs, parce que finalement, c'est ce dont on parle en fait. On parle d'une éducation qui malheureusement n'a pas appris à l'enfant, et surtout aux jeunes filles aussi, à prendre leur place,
ne pas avoir la peur d'exister, ne pas avoir la peur de faire des erreurs, ne pas avoir la peur de poser les questions, de sembler bête, de sembler pas adapté, etc. Vraiment être libéré de ce genre de peur, avoir l'humilité de commencer petit, etc. C'est en fait à l'enfance qu'on apprend cela de façon sécurisante. On apprend à l'enfant qu'il a le droit d'exister, il a le droit d'avancer à son rythme, il a le droit de découvrir, d'explorer, etc. Et de faire des expériences, en fait. L'enfant a le droit de faire des expériences. Donc, voilà. La non-prise de risque, c'est pas lié uniquement à une mauvaise éducation. C'est aussi une question de mauvaise éducation plus personnalité, parce qu'il y a des personnes qui ont une personnalité assez, on va dire, expansive, qui savent aller, en fait, ce qu'elles veulent, au-delà de ce qu'elles ont, voilà, sur le cœur, ou bien au-delà du passé de leur éducation, etc. C'est à la fois l'éducation, mais aussi une question de personnalité. Voilà. Une personne qui a une personnalité assez réservée et à qui on n'a pas appris, en fait, à aller au-delà de ces mécanismes inconscients et fondamentaux, ben, elle restera enfermée sur elle-même. Ces propos sont vrais, mais c'est vraiment à nuancer et, euh, et à éclairer avec davantage de connaissances sur même le comportement du cerveau humain, le comportement de l'enfant qui devient adulte, le comportement de personnes traumatisées, le comportement de personnes blessées. C'est vraiment à nuancer. Du coup, on y va. Le respect, je ne parle pas de nos valeurs qu'on a qui sont vraiment bien et tout. Tout à fait. Normalement, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai compris, mais c'est important de nuancer quand même. On ne faut pas rentrer dans certains trucs. Notre syndrome d'imposteur est comme ça. C'est l'un des... Très bel exposé. Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était une vidéo réaction d'une réalité qui touche effectivement la population africaine de la diaspora. Certains, en fait, il y a des freins comme ça. Il y a voilà, en fait, il y a des difficultés à s'intégrer, à enclencher des projets, à enclencher des initiatives. Effectivement, ça peut être imputé à un type d'éducation, mais pas que. Il y a aussi une question de personnalité propre et de traumatisme qu'on a aussi, peut-être en tant que personne adulte, engendré nous-mêmes par notre propre vécu. Avant de vous quitter, je vais lire quelques commentaires qui sont assez pertinents. Nous avons ici Ami Togola qui dit « Nos parents africains, consciemment ou inconsciemment, nous traumatisent. C'est fort, mais c'est vrai. Ils ont toujours raison et nous, non. » On a grandi avec des frustrations. Clairement, des parents qui, en fait, ne reconnaissent pas leur tort, ce sont des parents qui sont des adultes immatures, en fait. Parce que reconnaître son tort, c'est le principe même de la maturité, savoir revenir, savoir se remettre en question et avoir l'humilité de dire à l'enfant que je me suis trompé, je reste ton parent, c'est moi qui ai l'autorité, mais sur ce point, je me suis trompé, excuse-moi et fonctionnons différemment. C'est vraiment une stratégie d'éducation qu'il faut juste apprendre à mettre en place, mais clairement, des parents qui briment les enfants, ce sont des parents qui, en fait, créent des adultes, des futurs adultes qui auront du mal à prendre leur place, du mal à exister, du mal à s'exprimer, etc. Pour ce point-là, c'est vrai. Je vais lire encore quelques commentaires. Même répondre non à une question posée par une grande personne est taxé de malpoli. Pour le coup, quand même, dire non à une personne adulte, c'est aussi un peu malpoli, mais ça dépend de la manière, de l'intonation, de la manière dont c'est dit. Il faut toujours dire non à i. Ça, je comprends pas, peut-être c'est une expression propre d'un pays. Affaire de prendre bagage de professeur. Bon, ça, c'est autre chose qu'elle a dit durant son truc. Voilà, je vais terminer par là. Moi, j'ai eu du mal à appeler mes responsables par leur prénom et tutoyer. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai eu du mal à mettre en place moi-même. Le fait d'avoir cette proximité avec l'autorité, parce que pour moi, par exemple, lorsque j'ai intégré mon école d'ingé sur Paris, pour moi, l'autorité, c'est l'autorité, quoi. Pour moi, l'autorité, c'est loin, 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 loin. Alors que finalement, quand je suis arrivée pour mes études supérieures, ben, l'autorité, certes, c'est l'autorité, mais ça reste des humains, quoi. Donc, du coup, on avait le droit d'appeler les professeurs par leur prénom, de tutoyer, etc. Pour moi, c'était un peu un choc, en fait. C'était un choc, mais c'est un choc que même des personnes, des étudiants asiatiques ont, en fait. Des étudiants asiatiques du Japon, de Chine, etc. Parce qu'eux aussi, ils ont une certaine distance vis-à-vis de l'autorité. C'est pas le propre de l'Afrique, mais c'est sûr que ce rapport à l'autorité permet de désacraliser certaines choses, n'est-ce pas? De remettre en question, d'oser remettre en question certaines choses, parce que finalement, on se rend compte que l'autorité, c'est pas gage de sainteté.
ou de perfection ou d'excellence. L'autorité, c'est juste un rôle que les gens jouent pour encadrer un système, mais c'est pas un gage de perfection et d'excellence. Voilà, je vais m'arrêter ici maintenant. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais écoutez, prenez soin de vous, un niveau à la fois. Abonnez-vous si ce type de sujet vous intéresse et restez connectés. Ciao.